Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAE Télévision, le sommaire. Le procureur général a requis contre le journaliste Ignace Sossou 12 mois d'emprisonnement ferme et 500 000 francs d'amende ce mardi 5 mai 2020. Il sera fixé sur son sort le 19 mai prochain. Le coronavirus oblige les populations au respect strict des règles d'hygiène. À suivre dans cette édition, le cas des boulangeries. Reçu sur l'émission Le temps des moissons, le ministre Abdoulaye Biotchane a rappelé le contexte des différents plans qui organisent la gestion du Bénin sous le régime de la rupture. Bonsoir à toutes et à tous. 12 mois d'emprisonnement ferme et 500 000 francs d'amende, c'est la sentence requise par le procureur général à l'encontre d'Ignace Sossou au terme de l'audience en appel de ce 5 mai. Mais le journaliste sera fixé le 19 mai prochain, le juge ayant mis le dossier en délibéré. Précédemment condamné à 18 mois de prison ferme pour une amende de 200 000 francs CFA, le journaliste Ignace Sossou a vu sa peine réduite en appel. Ce mardi matin, toutes les parties au procès du journaliste Ignace Sossou ont répondu présentes au tribunal et les débats ont tourné autour de sa qualité de journaliste. Selon la partie civile, l'acte posé par Ignace Sossou est sous-tendu par une volonté manifeste de nuire au procureur, raison pour laquelle elle demande au président de le condamner à 12 mois de prison ferme au lieu de 18 mois. La défense, quant à elle, a estimé qu'il n'y a aucune infraction. Pour rappel, Ignace Sossou a relayé sur les réseaux sociaux des propos du procureur Mario Metonou au cours d'un séminaire organisé à Cotonou par CFI. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau est le seul parti politique créé et dirigé par une femme. Depuis 10 ans au Bénin, l'ancienne ministre de l'Artisanat et du Tourisme, députée à l'Assemblée nationale, depuis la 6e législature, Claudine Afiavi-Prudencio est actuellement présidente de la Commission de l'éducation, de la culture et des affaires sociales, après avoir été secrétaire parlementaire. Elle est la deuxième femme dans l'histoire politique du Bénin après Rosine Vieira Soglo à avoir créé un parti politique. L'UDBN était l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Pour ces 10 ans, le parti fait peau neuve et grandit. À l'issue des travaux de son 4e congrès extraordinaire, l'UDBN, Union pour le développement d'un Bénin nouveau, s'est reconstituée et change de dénomination et devient Union démocratique pour un Bénin nouveau. Je vous invite à suivre le commentaire du jour qui présente les mérites du dit parti et sa particularité. Fidèles amis internautes d'EZAE TV, bonsoir. Au nombre des partis politiques en lice pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN force admiration et suscite une grande attention. Sous le leadership éclairé et averti de Claudine Afiavi-Prudencio, ancienne ministre de l'Artisanat et du Tourisme et ancienne députée à l'Assemblée nationale des 6e et 7e législatures, cette formation politique étonne et continuera d'étonner apparemment. Allons à la genèse. Conformément aux décisions des congressistes le dimanche 21 octobre 2018, au lendemain de la réforme du système partisan, les ténors de ce parti politique ont décidé de participer aux élections législatives d'avril 2019 en toute autonomie et indépendance, ce qui aura favorisé l'adhésion de plusieurs mouvements politiques, de jeunes et de femmes à cette formation politique. Une décision hardie et même outrecuidante aux allures égocentriques et opportunistes qui a été éprouvée par l'incapacité de la formation politique à participer aux élections législatives d'avril 2019. Malgré l'amère et douloureuse épreuve, Claudine Afiavi-Prudencio fut l'une des premières figures politiques béninoises au lendemain des déplorables élections législatives à inviter la classe politique rongée par de légitimes frustrations à tourner la page au nom de la paix
paix, à penser développement et à ne pas pleurer sur le lait renversé. Cependant, elle n'a pas abandonné le combat car elle donne l'impression d'être obsédée par la concrétisation d'un idéal cher, révéler la jeunesse et la gente féminine. Malgré tous les efforts consentis, les sacrifices faits, la kyrielle de manœuvres politico-déstabilisatrices et démoralisatrices, l'UDBN a résisté tel le roseau qui ploie et ne rompt pas. Claudine Prudencio n'a pas fléchi. Dans cette jungle politique où fauves, rapaces et prédateurs politiques se livrent des guerres sans éthique et sans merci, Claudine a su faire preuve d'habileté, d'agilité et d'intelligence politique afin de tirer son épingle du jeu contre vents et marées. Ainsi, elle, femme, a pu relever des défis titanesques là où des hommes expérimentés en politique ont pu trébucher. Soulignons au passage qu'elle est la deuxième femme dans l'histoire politique du Bénin après Rosine Vieira Soglo a créé un parti politique. Aujourd'hui, l'UDBN est la seule formation politique présidée par une femme et dirigée majoritairement par des femmes et des jeunes. Aujourd'hui, cette formation politique participe aux élections communales et municipales du 17 mai prochain avec un programme clair dont la boussole morale est de révéler des femmes et des jeunes dynamiques et méritants et aussi des hommes d'expérience. Déjà dans la ville de Cotonou et même à Abomey-Calavi, face à la déplorable absence des affiches des partis politiques habitués des élections dont les parcours emblématiques tiennent d'autres en respect, les géants et séduisants posters de l'UDBN rivalisent en termes d'attractivité et sont tout aussi ensorcelants que fascinateurs que ceux des partis concurrents. Visiblement, l'UDBN joue dans la cour des grands et les armes à la hauteur des enjeux sont déployées pour les résultats certains. Pour la nouvelle mandature de nos conseils communaux, l'UDBN opte pour un nouveau paradigme de gestion des collectivités locales. Les élus UDBN ambitionnent faire des communes des portes d'entrée de la croissance, de l'inclusion sociale et économique et de la prospérité pour attirer les investissements, les talents et par ailleurs faciliter le commerce et l'innovation. Plus originale est l'option d'avoir doté chaque localité d'un projet de développement spécifique, même si de façon globale, l'ambition est de rendre les villes plus dynamiques et attractives. Des ambitions qui résultent de l'idéologie du parti du maïs nourricier dont la mission première est celle d'une société de solidarité dans laquelle toutes les couches laborieuses et les catégories sociales joueront un rôle majeur, mais prendront surtout part et de façon active au processus de développement et à la consolidation permanente du lien social comme socle essentiel de la citoyenneté et de la démocratie. Oui, on peut ne pas aimer Claudine Prudencio et son entêtement à ne reculer devant aucun obstacle, mais l'honnêteté intellectuelle contraint à reconnaître les mérites d'une femme brave et exemplaire. Elle a une ligne politique et s'est dotée de moyens conséquents pour la concrétiser. C'est l'espoir que traduit ce sourire ineffaçable qui la caractérise. Je vous reviendrai très prochainement, chers amis internautes, pour vous exposer son impressionnant et ambitieux programme pour la révélation certaine de la commune d'Abomey-Calavi. 4 ans de régime de la rupture, le Bénin fait désormais du planning la base de tout programme et toute action. Le ministre du Plan, Abdoulaye Biotane, l'a rappelé au cours de l'émission Bilan le temps des moissons consacrée aux réalisations de son département ministériel. C'était sur la télévision nationale le week-end écoulé. Alors moi je suis très heureux sur ce plan de vous rendre compte et de rendre compte à nos populations que nous sommes largement avancés sur ce plan. C'est plus de 9 000 milliards, mais c'est aussi que nous attendions de ces 9 000 milliards une très grande contribution du secteur privé. Je rappelle que sur les 9 000 milliards, nous attendions seulement de l'État 32%. Aujourd'hui, nous avons déjà mobilisé au niveau de l'État plus de 5 500 milliards. À la fin de l'année dernière. Donc, à fin décembre 2019, nous avions mobilisé plus de 5 500 milliards. D'abord, par nos propres efforts, nous avons, en rationalisant davantage notre budget, dégagé un peu plus d'épargne nous-mêmes sur notre budget, comme tout individu, comme vous-même. Lorsque vous avez votre salaire, vous arrivez, vous dépensez, vous gardez une petite partie pour investir. C'est ce que nous avons fait au niveau de l'État, avec toutes les mesures de rationalisation des dépenses que nous avons prises
dépenses courantes et dépenses d'investissement, nous avons épargné. Je pense que nous tous, nous y avons participé. L'administration, moi, je peux vous donner un exemple. Le ministère qui était chargé de la planification avant moi avait des conseillers, avait des chargés de mission, avait une kyrielle d'autres personnes attachées au cabinet du ministre. Nous avons supprimé tout ça. Aujourd'hui, chaque ministre a 5 conseillers et pas plus. Donc, nous y avons participé aussi. Il y a un certain nombre de primes qui ont été rationalisées, vous le savez. Les primes qui ne sont pas réglementaires, surtout, ont été supprimées. Les voyages ont été rationalisés. La gestion du parc autour de l'État a été rationalisée. Et tout ça a contribué à donner un peu plus d'allant à notre budget de fonctionnement et à dégager un peu plus d'épargne que nous investissons aujourd'hui dans notre programme d'action du gouvernement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le travail important que nous faisons avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ont contribué pour à peu près la moitié aujourd'hui des 5 525 milliards dont j'ai parlé, qui ont contribué pour à peu près la moitié aujourd'hui des 5 525 milliards dont j'ai parlé. Et enfin, nous avons emprunté sur le marché international pour compléter ces ressources dont nous avons besoin pour le programme d'action du gouvernement. Et parallèlement, nous sommes en train de travailler avec plusieurs acteurs du secteur privé dans différents domaines pour compléter ce travail important que nous faisons au niveau de l'État, parce que dès le départ, nous avons convenu que certains investissements, notamment les investissements dans les domaines économiques, doivent être assurés par le secteur privé. Au cours de cette activité, le ministre du Plan, Abdoulaye Biotchane, a fait le point de la mobilisation des 8 milliards nécessaires à la réalisation du programme d'action du gouvernement. On a arrêté de planifier et ça nous a perdu du temps. Et donc, nous revenons premièrement à la planification prospective avec Alafia 2025 que vous connaissez très bien et à la planification stratégique qui est de dire où voulons-nous voir notre pays dans quelques années, 2025 par exemple. Et c'est là où nous avons élaboré ce que vous connaissez, ce que nous avons appelé le PND, le Plan national de développement, et surtout à la planification opérationnelle en élaborant ce que vous avez cité tout à l'heure, qui est le programme d'action de gouvernement 2016-2021. Et là où c'est très important, c'est que vous pouvez, à partir de ce document-là, mesurer aujourd'hui où nous sommes et vous rendre compte que les résultats que nous avons, la moisson que nous récoltons aujourd'hui, ne vient pas d'un hasard. Ça a été planifié avec les contraintes que nous connaissons de notre pays, avec les possibilités de ressources que nous avons et surtout avec la capacité de réforme que nous pouvons initier et faire accepter par nos compatriotes. On peut en parler un peu plus dans le détail si vous voulez, parce que le programme d'action du gouvernement, c'est les 3 piliers que vous connaissez. Le premier pilier qui est de redonner un peu plus d'allant à notre système démocratique. Le deuxième pilier qui est purement économique, qui est de transformer économiquement notre pays. Si nous voulons effectivement que notre démocratie commence par donner des dividendes économiques à nos compatriotes, qui commencent par se sentir mieux économiquement, que les femmes soient davantage autonomisées économiquement et socialement, eh bien, il faut transformer cette économie-là et nous avons engagé des réformes dans cette direction. Et enfin, le troisième pilier, qui est le pilier social, améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Depuis l'installation du cordon sanitaire au Bénin et la suspension du transport en commun, les minibus ont libéré les routes. Cette situation est une aubaine pour les taximotos. Nos reporters ont fait le constat aux environs du marché Tokpa de Cotonou. Plus d'embouteillages, plus d'injures, plus d'accrochages entre taximens et autres usagers de la route à Cotonou depuis le 30 mars 2020. Avec la suppression du transport en commun, la circulation est fluide. Les accidents ont diminué et les bagarres ont cessé sur les lieux d'embarquement. Les conducteurs de minibus créent souvent du désordre sur les voies. Mais cette situation a mis fin à toutes ces choses.
Les conducteurs de minibus créent souvent du désordre sur les voies. Mais cette situation a mis fin à toutes ces choses. Cette situation a réduit le risque d'accident. Habituellement, les conducteurs de minibus freinent de façon brutale. Même les sapeurs-pompiers sont moins occupés. Ce constat interpelle les acteurs du transport en commun, les autorités, en vue de prendre les mesures idoines afin de sécuriser les routes béninoises. Nous, conducteurs de taxi-moto, sommes aussi des citoyens. Nous pouvons bénéficier de l'aide de l'État, mais c'est étonnant que les conducteurs de minibus et les responsables des bars et buvettes sont les seuls ciblés. Les autorités pourraient adopter la même procédure que celle utilisée pour partager les moustiquaires. Ce que nous avons l'habitude de dire, c'est qu'on trouve du travail à tout le monde pour réduire le nombre de conducteurs de taxi-moto. Si on peut instaurer un règlement pour corriger cette situation, à leur reprise, ça aiderait tout le monde. La pause instaurée par le cordon sanitaire installé pour contrer le Covid-19 mérite des réflexions au sujet de la gestion du transport en commun à Cotonou. Le Covid-19 a changé les habitudes, surtout dans la préparation ou la vente des aliments. Les boulangeries, qui sont des lieux du prêt-à-manger, ont pris des dispositions particulières qui les amènent à respecter davantage les règles d'hygiène. Reportage. Plusieurs boulangeries de Cotonou ont mis des dispositifs de lavage des mains à la disposition de leurs clients. Avant de rentrer dans la boulangerie, il faut laver les mains. Maintenant, il faut être distancé au caissier. Maintenant, avant de prendre, de faire l'achat du pain. N'importe quel client, noir ou blanc, il vient, il se lave les mains, il se positionne au comptoir avec une distance de 1 mètre. S'ils sont 2 ou 3, donc ils auraient une séparation de 1 mètre entre individus. Le respect des dispositions imposées par la Covid-19 les oblige à aller plus loin dans le service. Maintenant, les revendeuses qui viennent prendre le pain, nous avons fait une barrière. Elles doivent rester dehors et on les envoie le pain. Elles ne doivent pas toucher le pain avec leurs mains. Même s'ils ont lavé leurs mains, elles ne doivent pas toucher avec leurs mains. Parce qu'il y a une maladie qu'on appelle Covid-19. La boulangerie est déjà fermée par des grillages de par-ci, par-là. La porte est fermée tout le temps. Les grillages, les pains sont couverts avec de la bâche. Des dispositions complétées par les mesures relatives aux activités des ouvriers commis à la fabrication. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.